Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. C'est un symbole qui vaut ce qu'il vaut, dont il ne faut pas outre mesure exagérer la portée, mais qui mérite d'être souligné. Alors que la plupart des élèves de France reprenaient en janvier le chemin de l'école, les universités, elles, sont restées désespérément vides. Le ministère a bien tenté d'imposer une simili-reprise en présentiel des cours, à la dernière minute, par petits groupes, quasi impossible à mettre en place. Résultat, une grogne plus que soutenue qui monte dans les rangs des étudiants et des professeurs qui commencent à avoir la légère sensation qu'au mieux, on les a oubliés, et qu'au pire, on se fout un peu de leur gueule. Car pendant ce temps, l'heure tourne, les examens approchent, voire ont déjà commencé, avec leur lot de joyeuseté apportée par la situation sanitaire, y compris des partiels passés sous l'œil de logiciels de surveillance censés guetter les potentielles tricheries. Et avec surtout en ligne de mire, une interrogation qui peut paraître triviale, mais qui reste centrale. Que vaudront ces diplômes une fois la crise passée ? C'est la question qu'on va se poser avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité pour en discuter, c'est Olivier Herscheid. Il connaît bien les lieux, il nous a plusieurs fois fait le plaisir de participer à ce podcast et il connaît surtout bien le sujet puisqu'il est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, une matière qu'il enseigne à l'université de Nantes, entre autres. Je lui ai donc retourné très simplement notre question du jour. Ces diplômes, ceux passés en 2020 et 2021, en gros, risquent-ils d'être dévalués ? Sincèrement, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, les étudiants là qui vont être diplômés, qui l'ont été l'année dernière, ils ont eu des conditions d'études et de diplomation qui sont radicalement différentes des autres années. Alors après, est-ce que pour autant le diplôme a moins de valeur ? Vraiment, je sais pas. Alors ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très très inquiets là-dessus. Ça, ils nous le disent. Et ça fait même partie des toutes premières inquiétudes qu'ils ont, c'est-à-dire la peur de pas y arriver quand ils vont être en stage, la peur effectivement qu'on leur renvoie le fait que c'est la génération des diplômés Covid et que donc ceci ou cela. Sauf que quand moi je discute avec eux, puis quand je regarde aussi ce que sont nos pratiques à la fac, bien sûr il y a des cours qui ont été donnés différemment, bien sûr il y a des transmissions qui n'ont pas pu se faire, mais sur l'essentiel, j'ai quand même l'impression qu'on y est arrivé et que sans tenir de discours creux, on s'est débrouillé, ou en tout cas on a été obligé, contraint de déployer d'autres stratégies pour essayer de faire cours différemment. Moi, l'année dernière, je me suis retrouvé à faire des podcasts à l'arrache, voilà, pour des cours que je fais d'habitude en amphi. Donc là, j'ai fait des podcasts de 20 minutes que je leur envoyais et qu'ils écoutaient, certains en allant faire le ménage, puisque c'était sur le premier confinement, il y en a pas mal qui s'étaient retrouvés employés pour faire du ménage. Bon, bref. Alors, ça dépend bien sûr des formations, hein. Ce que je raconte là, moi, je suis enseignant principalement dans un DUT Infocom, donc on a pas mal de savoir théorique. Là, on a eu, pour prendre un exemple concret, on a aussi des savoir-faire opérationnels qu'on doit transmettre à nos étudiants. Donc, il y a beaucoup de PAO, notamment avec des logiciels assez chers. Il y a un enseignement audiovisuel. Il y a un enseignement autour des sites web qui, là aussi, nécessite d'être présent. Donc ça, c'est des ateliers. Et les ateliers, on les a mis en place là, à partir d'aujourd'hui, sous des formes ramassées pour que les étudiants puissent quand même avoir ces savoir-faire-là. Et du coup, on a bénéficié d'une des rares mesures de bon sens que le ministère a pris, c'est-à-dire l'exception pour les travaux pratiques. Et donc, on a pu mettre en place ces travaux-là. Mais effectivement, oui, c'est pas que leur diplôme, il aura moins de valeur, parce que là aussi, encore une fois, c'est la différence entre la diplomation et la certification, sans rentrer dans des débats techniques, mais un certificat, ça valide une série de compétences à un moment donné. Un diplôme, c'est un parcours de vie sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans parfois. Et donc, bon, bien sûr, si effectivement il y a des générations qui ont vécu le premier confinement l'année dernière, qui sont en train de vivre le deuxième cette année, pour cela c'est très compliqué. Mais si je prends la génération de l'année dernière, pour nos DUT, par exemple, pour des licences, ils avaient eu 2 premières années quasiment normales, au cours desquelles il y a des choses qu'ils ont appris, qui se sont passées. Ils ont quand même réussi, pour beaucoup d'entre eux, même l'année dernière, on était très inquiets. Il y a quand même eu beaucoup de nos étudiants qui ont réussi à trouver des stages. Alors, bien sûr, c'était des conditions particulières. C'était souvent à moitié en télétravail. On a quand même vu des entreprises aussi qui étaient très à l'écoute, qui étaient très conscientes quand elles les accueillaient en stage, des entreprises ou des institutions, la médiathèque, etc., que ils arrivaient pas dans des conditions normales. Et puis, on a
Après, c'est un petit peu le syndrome, alors je sais plus comment les psys appellent ça, mais quand tu as eu l'impression finalement d'être en deçà des compétences que tu devais acquérir, tu as tendance à surdévelopper en fait une espèce de savoir-être ou parfois de savoir-faire pour compenser justement ce que tu n'as pas pu recevoir dans des conditions normales. Et donc, si on fait le bilan de l'année dernière, il y a des étudiants qui ont traversé des situations très compliquées, parfois très pénibles et très dramatiques, mais l'immense majorité d'entre eux, ils ont quand même réussi à aller au bout de leur parcours d'études. Voilà. Mais après, il y a un énorme besoin de réassurance, parce qu'effectivement, ils sont super inquiets par rapport à ça. Et puis effectivement, ils ont besoin de sortir la tête et de voir la lumière et puis d'avoir une perspective au bout, quoi. Et ça, ils n'en ont pas. Et malheureusement, avec les décisions là, du ministère et de Frédérique Vidal, ils en ont de moins en moins. Rester tout le temps dans ma chambre et faire les cours, non, je peux pas. Chez moi, j'arrive pas à étudier, on est beaucoup, je suis une petite maison et je préfère venir à la fac et étudier parce que chez moi, c'est impossible. Pour rencontrer de nouvelles personnes, on a quand même envie, malgré tout, d'avoir un peu de lien social et de pas être que sur l'ordinateur toute la journée. Si on fait un peu de prospective pour les 6 prochains mois, en gros pour les promos qui vont être diplômés cette année, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous manque, sur quoi vous planchez, sur quoi vous réfléchissez pour organiser cette deuxième partie d'année? On a besoin de voir nos étudiants. Voilà, on a besoin de rien d'autre. C'est bête à dire, mais voilà, on a fait le tour. C'est-à-dire, on a expérimenté, je pense, la totalité des stratégies possibles en distanciel. On a fait des cours à moitié en présentiel, à moitié en distanciel, en s'adressant avec des demi-amphis devant nous, et puis une autre moitié de l'amphi qui était connectée à distance. On est passé par des systèmes en ligne de type MOOC rudimentaire. On a utilisé les plateformes open source de l'université type Moodle pour mettre en place là aussi des examens ou des cours, des exercices qui ressemblaient un petit peu à quelque chose. On a balancé des licences craquées de logiciels quand vraiment on pouvait plus faire autrement et que on a acheté des clés USB qu'on a envoyées à nos étudiants parce que même avec donc on a fait le tour. En ayant fait ce tour-là, on s'est aperçu de ce qu'on savait déjà, mais que ils ont besoin de retrouver du relationnel et du physique, quoi. Par contre, on a mesuré ce que moi je mesurais pas entièrement, c'est-à-dire c'est le niveau de difficulté dans le simple accès à une connexion internet fiable. Au-delà des effets de saturation, d'avoir 8 heures de visio par jour, etc., là, énormément de nos étudiants, qui encore une fois sont pas dans des situations de précarité particulièrement graves ou significatives, même s'il y en a parmi eux, et là on s'est aperçu que même pour ce type de public-là, c'est très compliqué parfois d'avoir des connexions Internet chez eux pour assister à des cours. Et donc par rapport à tout ça, on est à la fois très, très lucide, parce qu'évidemment on s'en doutait un petit peu, très exigeant parce qu'on n'arrête pas par tous les moyens possibles, je vais dire légaux ou illégaux, d'insister sur l'urgence absolue de récupérer les étudiants en cours, et puis très désemparé. Moi, ça fait 15 ans que je suis prof, ça fait 20 ans que j'enseigne dans le supérieur. Il m'avait pas échappé qu'on n'était pas nécessairement une des priorités absolues de la nation, ou que, en tout cas, les politiques pour l'université depuis une quinzaine d'années n'étaient pas très favorables. Mais là, quand Macron a annoncé à la France entière que vraiment les universités réouvriraient 15 jours après tout le monde à la fin des fins, moi, j'ai littéralement été sidéré sur ma chaise. Le lendemain, on a tous nos étudiants qui nous ont appelés, certains qui étaient vraiment en larmes parce qu'ils comprenaient pas, quoi. Et puis c'est resté tout à fait incompréhensible, cette décision-là. Et malgré tout ce qu'on a pu remuer derrière, là, ce qui se profile à l'horizon, c'est que finalement, ce calendrier dément qui avait été annoncé par Macron, il va être tenu. C'est-à-dire que là, les dernières infos qu'on a, c'est qu'effectivement, il n'y aura aucune reprise au moins avant fin janvier. Et que fin janvier, ce serait uniquement des premières années, parce que selon les termes du ministère, les autres publics ne sont pas des publics prioritaires. C'est complètement fou. C'est assez inquiétant d'abord pour eux, pour tous ces jeunes gens et toutes ces jeunes filles. Et puis pour la manière dont la classe politique, on va dire, au pouvoir, considère ce qu'est l'université. Voilà. Est-ce que, pour en revenir à cette question de valeur, qui était la première question, est-ce que tout ça n'en dit pas long finalement sur la valeur aussi qu'a aux yeux des dirigeants de ce pays l'université et donc les diplômes qu'elle délivre?
Oui, je pense que c'est faire du Bourdieu à la hache ou du Bourdieu de comptoir, mais il y a vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas fréquenté l'université publique. Ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un amphi de 200 places. Ce sont des gens qui ne savent pas qu'aujourd'hui, pour 250 € ou même 200 €, tu as droit d'accéder pendant une année à un ensemble de cours qui t'ouvrent sur le monde. Et c'est plutôt des gens qui ont l'habitude effectivement de faire des chèques de 5 000 ou de 10 000 € pour acheter un carnet d'adresses sur une année, des stages à l'étranger et puis un boulot à la fin, quoi. Donc je pense que oui, il y a un vrai décrochage. Après, très sincèrement et très naïvement aussi, je m'imaginais quand même qu'ils avaient cette espèce d'intelligence sociale et politique ou de lucidité qui consistait à ne pas mépriser aussi ostensiblement 2,5 millions de jeunes gens et de jeunes filles, sans parler bien sûr des enseignants titulaires ou vacataires qu'il y a derrière. Bon, là voilà, même à mon âge avancé, on apprend comme ça tous les jours. Mais c'est assez ahurissant. Et oui, bien sûr que culturellement, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui fait que ça sort complètement de leur radar et que, on parlait tout à l'heure de la différence entre certification et diplomation. Pour eux, effectivement, il s'agit de valider à un moment donné des systèmes de compétences plus ou moins empiriques et que du coup, il y a eu cette espèce de ruée autour de ces sociétés-là d'évaluation, de contrôle des examens qui balancent des solutions tout à fait orwelliennes ou kafkaïennes, je sais pas, ou un mélange des deux, qui permettent de scanner les chambres des étudiants. Enfin, c'est des trucs totalement ahurissants. Et quand ce truc-là est arrivé, il y a eu une espèce d'accueil enthousiaste de la ministre, du politique, en disant, regardez, c'est super, en fait, les étudiants, non seulement ils peuvent faire des cours depuis leur chambre, mais en plus on peut même les évaluer tranquillou en évitant qu'ils trichent, parce que c'est bien connu, les étudiants sont tous des tricheurs. C'est vraiment inquiétant, ouais, c'est vraiment inquiétant. J'ai la sensation, moi, en ce mois de janvier 2021, que il y a, après les vacances, une sorte de regain de mobilisation du côté à la fois du corps enseignant et des étudiants pour dire que la situation n'est plus tenable et que les réponses du ministère en face ne sont pas suffisantes. Je ne sais pas si c'est un sentiment que toi tu partages aussi. Enfin, oui, bien sûr, il y a des gens qui se mobilisent, qui montent au créneau. Alors chacun à sa manière et à son niveau, de manière parfois gueularde ou discrète, de manière politique ou administrative, de manière médiatique ou administrative. Mais on est beaucoup à essayer de faire avancer cette idée-là qu'il y a une vraie urgence. J'ai envie de dire que c'est pas du flanc, quoi, que quand on a des étudiants et qu'on dit que ces étudiants-là sont vraiment au bord de l'implosion, c'est la réalité, qu'on en a qui ont déjà implosé. Mais en face, c'est très compliqué parce que du côté du ministère, clairement, c'est une fin de non-recevoir permanente. C'est terrible parce que le ministère bloque et ne cédera pas, on le sait, parce que voilà, il y a des enjeux derrière, politiques, culturels, ce que tu veux. Et au milieu, ceux qui morflent, c'est effectivement les étudiantes et les étudiants. Et là, ça commence à devenir vraiment compliqué parce qu'on n'est plus effectivement sur une année qui aura été une année compliquée, sacrifiée, sabotée, tout ce qu'on voudra, mais on est vraiment sur des parcours d'études qui sont en train d'être totalement désossés. Et ce qui m'inquiète vraiment, c'est le discours qu'on tient en fait à ces jeunes gens et à ces jeunes filles. Et vraiment, cette impression d'être mis de côté, ça va fabriquer soit des fracassés, soit des aigris à vie. Ça va être très compliqué qu'ils retrouvent une légitimité et une place en fait dans la société. Et c'est là où on a besoin effectivement d'être à leur côté. On essaie d'y être, mais c'est tendu. Bon, c'est jamais raisonnable de faire des comparaisons, mais pendant que je préparais cet épisode, Olivier, moi je pouvais pas m'empêcher de penser à un truc qu'on m'a toujours répété, c'est que les gens qui ont passé des diplômes, en gros, en mai 68 ou à la fin de l'année 68, on leur a tous dit que leur diplôme, il vaudrait rien, vu les conditions dans lesquelles ils l'ont passé. Alors évidemment, aujourd'hui, la situation est très très différente, mais quand même, peut-être qu'une vision optimiste des choses, ce serait de se dire que les crises, elles passent et que finalement, on a tendance à oublier les conditions dans lesquelles on a obtenu ce qui vient avant tout sanctionner un parcours de vie, un parcours personnel, ce que tu disais tout à l'heure. Oui, moi je pense que, alors effectivement, 68, ça n'a pas grand-chose à voir, mais je pense que les diplômés de ces années-là, l'année dernière, cette année, puis bon, peut-être l'année prochaine, j'en sais rien, mais ça passera et ça se tassera. Et je pense qu'effectivement, alors après, il y aura toujours des exceptions, bien sûr, mais dans l'immense majorité des cas, ces 6 mois là, l'année dernière, qui ont été compliqués ou totalement absents en termes de cours en présentiel. Encore une fois, ces 6 mois dans un parcours de L1, L2, L3,
Là où il y a une vraie urgence, c'est pour les fins de cycle ou les débuts de cycle, c'est-à-dire effectivement les jeunes là qui étaient en terminale l'année dernière, qui sont en première année à la fac cette année, et puis pour tous ceux qui vont changer de parcours. Ce qui m'inquiète, c'est pas tant l'aspect diplôme. Je pense que voilà, ils y arriveront, et puis encore une fois, ils ont déployé d'autres stratégies et ils compenseront d'une manière ou d'une autre. Et puis encore une fois, les gens sont pas tous cons et débiles, on va y arriver. Mais par contre, sur le plan psychologique et relationnel, c'est ce que disent tous les services de médecine universitaire en termes de psychiatrie, c'est pas des petites pathologies. Il y a vraiment des choses qu'on observe qui sont assez inquiétantes aujourd'hui, sur des syndromes d'isolement, sur des syndromes compulsifs, effectivement, que ce soit compulsif dans le je lâche complètement ou compulsif dans le je ne fais que travailler en permanence. Et là, je pense qu'il va falloir qu'on ait un vrai plan de santé mentale, ou je sais pas comment il faut l'appeler, mais en tout cas qui soit à la hauteur de ce qu'on est en train d'imposer à cette génération, parce que ce qui est aussi extrêmement frustrant quand tu vis ça de l'intérieur, c'est le fait de voir que, je vais pas repartir dans un couplet sur les églises et les messes de 700 personnes le 24 décembre ou les parades Miss France, mais à l'université, certains médias ont inondé, saturé le paysage avec des images d'amphi bondées à la rentrée. Ces images, elles existent, mais ces images, c'est 1% des contextes universitaires. 99% des contextes universitaires, aujourd'hui, pas pour le premier confinement l'année dernière, mais aujourd'hui, on a du gel, on a des masques, on a des plaques de plexiglas, on a des demi-groupes, on a des calendriers alternés, on a des protocoles à l'entrée, à la sortie des bâtiments, etc. Donc, vraiment, on sait faire, quoi. Voilà, on sait faire, donc juste qu'on nous laisse faire. Et puis, c'est une génération, en plus de vivre tout ça, on leur agite en permanence devant le nez une espèce de carotte en leur disant, mais regardez, vous traversez la rue, en fait, là vous êtes étudiant à l'IUT, donc vous n'avez pas droit à ça, vous traversez la rue, vous inscrivez en BTS ou en classe prépa, et ben vous pouvez être à 45 dans une salle qui fait 40 places depuis le début de ce foutu confinement, et personne vous renverra chez vous. Voilà. Et on vous dit, pourquoi ? Parce que ça s'appelle la règle bâtimentaire, et comme vous êtes dans un lycée, les règles de l'université ne s'appliquent pas. Et ça aussi, à un moment donné, il faudrait qu'on mesure le niveau de violence que ça renvoie sur ces jeunes gens et ces jeunes filles qui ont déjà plein de choses à encaisser et qui vraiment ne comprennent pas. Voilà. Et que ça fout soit dans des états de colère assez importants, soit dans des états de désespérance et de décrochage tout aussi alarmants, quoi. Et ça n'a que peu de choses à voir avec notre sujet, mais je profite de sa venue pour signaler que le dernier livre de notre invité est disponible. Il s'appelle Le Monde selon Zuckerberg, Portrait et Préjudice, et c'est paru aux éditions CEF. Merci à Olivier Herscheid pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.